Boy, bigger, MC, danseur, graffiti, beatmaker, tout le monde. Y'a cette force dans les poings quand on les dresse en l'air, fier quand nos classiques shit parcourent la terre entière. Dans cette culture on laisse l'âge de guerre en terre et on compte nos histoires peu ordinaires de panthères en verre. J'aime ma life, j'aime la musique aussi. Pour le succès on verra bien fils, y'a pas de croquis. La louve du rap nous a nourris, on lui a pris le sein. Comme dit si bien le frangin, la belle vie de zin. Donc on va parler un peu voyage parce que tu parles beaucoup de voyage, voilà, un sujet qui te plaît, non? Ah, grave. Grave, super. Alors tu as beaucoup voyagé, donc est-ce qu'on peut dire que le fait de voyager autant, ça a changé un peu ta vision du monde? Bien sûr. Bien sûr, surtout qu'on était confinés en étant plus jeune à rester sur les escaliers dans un quartier et que le fait de voir d'autres pays, à la fois des belles choses, à la fois des gens intéressants et à la fois des choses plus dures, fait relativiser sur la situation et sur la manière dont on vit dans notre propre pays. J'ai vu des endroits extraordinaires, j'ai vu des paysages extraordinaires, j'ai vu des lieux, j'ai goûté des plats extraordinaires. Et le voyage, en fait, c'est la première chose que je me suis appliqué à faire à mes enfants. Dans l'éducation, j'ai dit, dès que je peux, dès que j'ai du temps libre, ils sautent dans un avion avec moi et je les trimballe avec moi pour qu'ils voient d'autres pays, qu'ils voient d'autres personnes et qui s'aperçoivent que voilà, il y a 10 000 vérités, 10 000 manières de vivre et il n'y a pas que une manière de vivre qui est la vérité ultime. Il y a des pays où les gens vivent très bien, ont le sourire et leur mode de vie est très éloigné du nôtre. Mais je suis très porté sur l'Asie. Hein. L'Asie, c'est un lifestyle qui me plaît beaucoup. Je dis pas ça parce que mon arrière-grand-père en fait vivait à Singapour. Il était cuisinier sur un bateau à Singapour. Il y avait une règle en Italie, c'est que si ton frère décède, la famille t'oblige à te marier avec la femme de ton frère. Donc il vivait à Singapour et il a été rappelé par la famille à Naples. Il a été obligé de rentrer en Italie. Mon arrière-grand-mère avait déjà 3 enfants, il en a eu 5 avec elle. Et il s'est taillé aux États-Unis. Mon arrière-grand-mère a élevé les enfants en Italie, puis après ils crevaient vraiment à la faim, ils ont immigré en France. Et donc ma grand-mère est arrivée à l'adolescence en France et lui est mort à Brooklyn. Alors je sais que mon arrière-grand-père en fait était profondément amoureux de l'Asie et le fait de vivre en Malaisie, à Singapour et d'être marin, on est une famille de marins en fait, des marins, des dockers, des pêcheurs et une famille qui a beaucoup bougé dans le monde. J'ai une famille en Argentine, en Australie, aux États-Unis. Et dans les réunions en Italie, quand j'étais petit, on avait la famille qui venait de partout. Avec mes cousins et mes frères, on se moquait des oncles américains qui n'arrivaient pas à parler anglais. Ça faisait 30 ans ou 40 ans qu'ils étaient à Miami, ils n'arrivaient pas à dire Sunshine State. The Sunshine State. Mon oncle ténor, il n'arrivait pas à dire ça. Et il avait tout le temps des shorts à carreaux. C'était un grand moment pour nous. D'avoir la famille au complet. Les Argentins sont très proches de nous, culturellement très proches. Il y avait un gros écart, il y a un gros écart avec les Américains. Même leurs visages ils sont différents des nôtres. Je te jure, il y a quelque chose dans la bouffe. Il y a quelque chose dans la bouffe. Ah ouais, il y a quelque chose dans la bouffe. C'est ça. Et est-ce que musicalement ces voyages t'ont inspiré? Mais grave. T'as entendu des instruments? Alors moi j'ai entendu un truc une fois au Maroc qui m'a complètement bouleversé. C'est un ensemble de percussions et je me suis dit un jour il faut que je rappe sur ça. C'est une tradition qui s'appelle Darba Marrakchia. Ce sont des percussions qui sont en ligne, des types de percussions. Il y a un peu de percussions harmoniques qui font quelques notes. C'est beaucoup de percussions plutôt de type puissant avec beaucoup de basses. Et il y a un chanteur. Et les percussions se calment, la voix prend le dessus. Et quand il a balancé son couplet, et quand ça part, écoute-moi, on dirait un rouleau compresseur qui te roule dessus. Ça, cette expérience percussive, c'était un truc assez incroyable. J'adore aussi au Maroc le goumbré, qui est un instrument guinéen, en fait, qui a été importé au Maroc, qui est une basse à 3 cordes. Et quand il joue cette basse, c'est un instrument africain qui donne un côté très feutré. Donc quand la personne joue du goumbré à côté de toi, tu as l'impression que le goumbré est dans ta tête. Voilà. C'est un son, je me suis toujours dit, je vais faire un jour une rythmique légère, du goumbré et la voix. Donc je pense qu'un album d'Ayam s'y prêtera bien pour ça. En Asie aussi,
On a joué même récemment avec sur Samouraï, une version en Chine, on a fait une tournée en Chine, et on a joué avec des vielles chinoises, avec des mandoles et tout, on faisait des versions complètement acoustiques. Ou en Égypte, quand on a joué avec l'orchestre au pied des pyramides, avec l'orchestre populaire du Caire. C'était un moment. Alors, je leur disais, il faut tenir le tempo, mais eux, ils ne tiennent pas le tempo. Dans la musique arabe, ils accélèrent, ils ralentissent. Alors, j'ai dit au chef de percussion, on avait des traducteurs, je disais, tu me regardes, et si tu vois la vidéo, je fais ça tout le long. Et en fait, il me regarde et il cale la vitesse de l'instru sur mes mouvements du corps. Et c'était des souvenirs incroyables, incroyables. Dans chaque pays où on a joué, chaque fois, une fois, ça m'est arrivé aussi en Thaïlande d'assister à un concert ils ont une sorte de xylophone et il y a une musique extraordinaire en Thaïlande qui s'appelle le molam. Quand les Marines américains étaient au Vietnam, ils envoyaient décompresser en Thaïlande. Décompressé. Voilà, décompressé en Thaïlande. Donc la Thaïlande et le Cambodge sont devenus des bases arrières avec le LSD, avec des prostituées, avec des trucs. Mais ça n'a pas laissé que des choses moches non plus, parce qu'ils sont arrivés avec leur musique et les Marines américains écoutaient de la soul, écoutaient du rock psychédélique, et étaient dans ces trucs-là, des Led Zeppelin, James Brown et tout ça. Et en fait, ils appellent ça le blues des rivières, et c'est la musique de l'Isan, et c'est une sorte de soul. Mais il faut que tu vois ça, ils bougent dans les rues avec l'orchestre, ils jouent. J'écoutais les trucs, je voyais jouer dans la rue, mais je les sample, je vais les sampler immédiatement, c'est un truc de malade, je peux rapper dessus. Et c'est une musique en fait qui a un gros revival maintenant. Je vous conseille d'aller sur internet, il y a un site qui s'appelle Zudra Manga Records et qui commence à represser tous les albums des années 70 jusqu'à maintenant de Molam. C'est une musique extraordinaire. Arte avait fait une émission spéciale sur le Molam. C'est un truc de fou. On prend note alors. Bon, les rythmes, des fois, ils sont très durs à caler quand on les sample. Il y a des variations de tempo internes très funky. Alors, tu as rejoint le label Def Jam. Donc, on sait ce qu'il représente pour tous les amateurs de hip-hop. Je vais te donner 3 noms mythiques. J'ai été signé à Def Jam en 89 à New York. J'étais beatmaker. J'étais à Rush Management, ouais, c'était une filiale de Def Jam. J'étais signé en tant que beatmaker, je m'étais installé à New York. Jusqu'au jour où il y a un petit DJ qui m'appelle, il faut que tu rentres en France, c'est Keops qui m'appelait et qui disait qu'il y a Virgin qui voulait nous signer. Moi j'étais installé à New York et donc c'est une sorte de boucle pour moi d'être signé à Def Jam. Alors les 3 questions. J'ai connu Def Jam, c'était un placard comme ça. J'allais chercher mes vinyles, il y avait Bill Stepney, il était dans le placard, il y avait la secrétaire. J'allais chercher mes disques, je parlais avec Russell Simons et tout. Bon, le rap, c'était vraiment une petite communauté même à New York. Plus que maintenant. Non. Alors, je vais te donner 3 noms mythiques pour 3 époques de label. Ouais. Tu ne pourras en choisir qu'un seul et m'expliquer ce choix. Ok. Alors, plutôt Run DMC, plutôt Jay-Z, époque Reasonable Doubt, ou plutôt Rick Ross? Je vais dire Reasonable Doubt parce qu'il y a des morceaux et Jay-Z dedans. Si on en doute encore, il faut juste réécouter à l'époque un peu l'avance sur l'addiction. Moi j'avais eu la chance de le voir dans une émission, j'étais allé sur une émission de télé. À l'époque on avait fait Yo MTV Rap en 93 avec IAM, donc on avait des potes qui travaillaient à la télé et j'étais allé voir un show où Jay-Z jouait son morceau avec Foxy Brown. Ain't no man I don't wanna God. Écoute-moi en live. Déjà, il tenait pas le micro comme les Américains. C'était pas ça du tout. Le mec, il tenait son micro correctement. La voix était claire. On aurait dit le disque qui tournait. Et je te prie de croire que c'était pas un playback. J'ai dit, ce mec-là, il a une diction, une voix et un placement. Et effectivement, Jay-Z, techniquement, avait beaucoup d'avance sur pas mal de rappeurs de l'époque. Cet album-là m'a marqué. Je te parle pas de Blueprint et du Black Album. Et pour moi, ces albums-là ont été très forts. Pourquoi? Parce que Blueprint et Black Album, quand je fais Son Invictus en 2001, j'utilise des samples de soul. Tout le monde a basculé dans le synthé, dans le triton, dans le Trinity, et on me dit oh, les samples c'est mort, il n'y a plus personne qui sample, c'est cuit la soul, il faut les prods de Swiss Beats, il faut de l'électronique et tout ça. Et bam, de suite derrière Son Invictus, boum, Blueprint.
Blueprint, il m'a sauvé parce que j'étais le seul idiot à faire de la musique ultra samplée en France. Et du coup, le fait que Jay-Z sorte un album qui était énormément à base de samples, ça n'a pas fait pour moi un truc genre où j'étais le seul à le faire. Je sors un album qui s'appelle Black Album et il sort derrière son album qui s'appelle Black Album. Bon, j'étais plutôt pas mal. Plutôt pas mal dans l'histoire. Donc c'était assez cool. Donc ces deux albums-là, juste pour les prods, quoi. Les prods de Ninth Wonder. Pour moi, c'est l'apogée de Jay-Z. Alors j'ai un reproche à faire à Jay-Z. Même pour lui, c'était son apogée. Alors, voilà. Maintenant, je pense. Non, mais tu as lu l'interview de Jay-Z où on lui demande de classer ses albums dans l'ordre, où il dit Blueprint, Black Album, Reasonable Doubt, je ne sais pas dans quel ordre, mais c'est ces trois-là. Ça veut dire qu'il aime peut-être pas ce qu'il fait maintenant. Voilà, il y a un souci. C'est-à-dire que s'il ne fait pas, ou alors il est dans ce qu'on a pu être dans IAM. Non, dans IAM, c'est-à-dire que si tu es dans la course à la nouveauté, tu t'éloignes de ce que tu aimes faire, de ce que tu sais faire, pour pas être... Et je pense qu'il faut que c'est débarrasse d'un des codes du hip-hop qui est innover à tout prix pour faire du bon à tout prix. Et moi j'adorerais entendre Jay-Z sur un album. Jay-Z, dis à Kanye West de retourner à College Dropout, ou alors sépare-toi de cet individu qui utilise l'autotune et moi pareil, Kanye West et les premiers albums, tu sais quoi, ils sont carrément sur mon bureau de mon ordi. Ce sont des albums monumentaux. Kanye West est un des deux producteurs avec Jay-Z de Slum Village. Slum Village qui est un groupe énorme pour moi. Aux États-Unis, ils continuent à avoir ce genre de production-là. Si on va un peu chercher, si on va écouter certaines prods, on peut trouver ce genre de musique-là et j'en écoute toujours beaucoup. Donc vraiment, je dis aux plus jeunes qui ont envie de découvrir, fouiller sur internet, il y a des tas de très bons albums qui sortent et des groupes très jeunes qui font des trucs excellents. Le rap c'était mieux avant? Non, le rap ça va être mieux demain. C'est les bases du hip-hop que de se projeter dans l'avenir. Moi la projection dans l'avenir en solo, elle se fait uniquement à travers le groupe. Je suis incapable de dire si en solo je referai des albums solo ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'en indépendant, je n'aurai pas la force de m'occuper des codes ISRC, de pressage vinyle, de téléphoner aux radios, de faire mes clips. Je veux juste faire de la musique. Donc si c'est en indé, ce sera non. Pour l'instant, l'évidence, elle est dans les albums d'IAM. Donc il y a deux albums d'IAM chez Def Jam. Il y a une tournée, je ne peux pas en parler en détail maintenant, mais il y a plein de surprises dans la tournée. On est en train de monter pas mal de choses. Malheureusement pour les Français, il y a beaucoup d'étrangers, donc on sera un peu moins présent sur l'année qui vient sur le territoire, mais en même temps c'est bien aussi qu'on voyage, et qu'on voyage et pour les gens à l'étranger, pour les Français qui résident à l'étranger. Disons que la Chine, tout ça, que la Thaïlande, ça nous a donné quelques petites idées. Voilà. Puis on est allé pour la première fois en Algérie l'an dernier, c'est une honte, au bout de 25 ans, les Algériens ils étaient comme des fous. Pareil pour les Marocains, ils nous ont dit mais pourquoi 25 ans avant de venir et tout, il faut revenir. Donc on va s'appliquer sur l'Afrique en général, du haut de la pointe algérienne, de la pointe tunisienne, on va dire plus au nord, jusqu'au bas d'Afrique, jusqu'au Gabon, on va dire, mais même si on peut en Afrique du Sud. Aller faire des concerts parce qu'on n'a jamais joué au Sénégal, on n'a jamais joué en Côte d'Ivoire, on n'a jamais joué au Cameroun, on n'a jamais joué au Gabon, Mali, Guinée. Beau, ouais. Voilà, il faudrait arriver à pouvoir au moins jouer une fois. On n'a jamais joué en Guadeloupe. Donc avant l'étranger, il y a déjà des territoires. Et puis l'Amérique du Sud aussi. Depuis pas mal d'années, on a des rêves avortés au Chili. On essaie de le coupler avec d'autres destinations. Donc ça va être du voyage et plein de... voyager avec vous, et en France, il y aura des concerts particuliers, des concerts surprises un peu différents de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc en attendant le prochain album d'IAM, c'est beaucoup de live. D'accord, super.